Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons de nouveau parler du polar français, mais sur une période donnée, celle des années 80. Vous n'êtes pas sans rappeler qu'en France, ce genre était à une époque aussi populaire que la comédie et que maintenant, à de rares occasions, il revient un tant soit peu sur le devant de la scène. On voit que ce fut très prolifique entre l'après-guerre et la fin des années 80, où on avait en somme plus de 900 films du genre qui sortaient. Go ahead. Make my day. Si en plus on rajoute les polars étrangers, ça en faisait beaucoup. On arrivait à tenir encore un peu face aux Américains, mais on a fini par se faire bouffer par le gros T-Rex. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Donc, à proprement parler, il y a eu quelques sursauts, mais dès, pour moi, 1985, ça s'est estompé jusqu'à complètement disparaître des salles. Pile l'année de la mort de Michel Audiard. Je ne sais pas vous, mais c'était un très mauvais signal. Après, je ne dis pas qu'il n'y avait rien dans les années 80, mais il faut reconnaître que cette disparité s'est faite à ce moment précis. Et donc, par rapport aux précédentes décennies, c'est assez bas. Alors comment, me diriez-vous, le polar s'est-il amoindri à cette période donnée? Il y a plein de facteurs. On peut dire que certains longs métrages sont allés dans tout et n'importe quoi, en donnant une certaine lassitude aux spectateurs. Un casse-casse poulet, hein? Oh là 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 là. Il y avait peut-être un manque d'audace dans la mise en scène ainsi que de son ambiance. Les mandats de Mitterrand, avec le rajout de sa première cohabitation, avaient peut-être transformé la position du héros polarisant en changeant les mœurs, avec en plus l'arrivée des chaînes privées. Ah, c'est remarquable, hein, c'est fantastique. C'est l'aventure, oui, c'est le... Chaque jour, c'est nouveau, c'est l'expérience socialiste. Vous voyez, c'est comme aux Galeries Lafayette, à chaque instant, il se passe quelque chose. Ou encore, il y a des acteurs et actrices qui n'ont pas du tout été investis, avec la mise en entrée de certains cinéastes qui se sont tournés vers la télévision, sont allés vers d'autres horizons ou ont arrêté leur carrière. Il peut aussi y avoir le fait que les investisseurs qui sentaient le vent tourner avaient déjà commencé à s'en détourner. C'est rangé. Malgré le fait que certains polars de cette époque arrivaient à obtenir des Césars, comme celui du meilleur film. Tout comme aux États-Unis avec la fin du Nouvel Hollywood, il y avait une certaine métamorphose qui se faisait dans le cinéma français. Déjà, il faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, le genre était prolifique depuis l'après-guerre, avec des grands noms du genre qui ont fait leur apparition, comme Jacques Deray, Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil, Yves Boisset, Georges Lautner, Jean-Pierre Mocky, José Giovanni, Alain Corneau, Pierre Granier-Defer, etc. Mais dès l'arrivée en force de la télévision, certains se sont profilés vers ce domaine de prédilection à cause d'un début de crise du cinéma où les spectateurs s'éloignaient des salles. Puis il y a aussi cette révolte de mai 68 qui a en partie changé une partie de l'Hexagone. Mais un court instant. Et cette décennie des années 70 s'engageait déjà mal avec la disparition de Melville. Un style de polar qui avait disparu. Merde. Et il faudra attendre la montée en force du cinéma hongkongais pour que ce style revienne. Puis en 1975, un film policier, un polar, a redéfini le genre et était l'annoncement de ce que seraient les années 80s avec Peur sur la ville d'Henri Verneuil. Déjà avec l'inspiration, comme à son habitude, du cinéma américain, avec l'inspecteur Harry et French Connection, on a une approche plus violente, plus vive du flic, en dépassant parfois ses règles de l'état de droit pour attraper le criminel comparé aux précédentes heures. Mais il y avait déjà un premier changement plus pop, plus pulp et moderne, avec le Pacha de Lautner, où là aussi Jean Gabin dépassait la limite de ses droits pour attraper le malfrat. Et là, il accentue cette radicalité du polar en nous faisant percevoir une jungle urbaine plus noire. Le début du néo-polar. Ensuite, il y a le costume qui définira une bonne partie de ces films avec la représentation du flic qui montre plus les muscles que la tête. C'est comme ça que viendront progressivement l'abandon de ces longs manteaux gardés depuis les années 50, où ils finiront par porter des vestes en cuir, des jeans et un flingue bien mis en évidence. Comme ça, tu ressembles à Belmondo, là. J'aurais préféré une arme plus grosse. Ça garde encore un style qui pourrait penser à Bullitt, mais on s'en éloignera au fil des années, sans doute avec la sortie de la guerre des polices qui a plus défini le look et l'importance de la documentation du sujet. Et l'actualité de ces années de plomb appuie plus la fin d'une chose et le commencement d'une radicalité après la mort de grands noms du milieu, comme De
Roubaix, Jean Gabin, etc. Et il y avait une actualité qui noircissait le tout, avec la politique giscardienne, les crises pétrolières, l'augmentation du chômage et la fin des 30 Glorieuses. Oui, c'est un cycle qui se répète inlassablement. Donc on commence la période 80 avec beaucoup d'incertitudes, où certaines grandes représentations du polar commençaient à disparaître ou à s'en éloigner, que l'importance iconique du Star System n'allait pas suffire à tenir le genre jusqu'au bout, malgré l'arrivée d'une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices. Après, je ne vais pas dire qu'il n'y avait rien d'intéressant. La première partie des années 80 commençait assez fort, avec des films qui gardaient l'aspect des 70s, où les luttes sociales et l'évolution des mœurs étaient de mise, comme Garde à vue, Le choix des armes ou 1000 milliards de dollars. Et alors? Eh ben c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Puis d'autres accentuaient la violence, l'aspect crasse et réaliste des lieux ou non, proches de la banlieue et de son ambiance noire, comme Ciao Pantin, Rue Barbare ou La Balance, avec une certaine importance de l'homme solitaire. Il ne faut pas oublier que le polar est un genre qui peut se mélanger sous plusieurs couches. Donc on peut aller sur du film policier, de la comédie, du thriller, etc. Et aussi du nanar. Oui, c'est aussi là qu'on commence à entrer dans quelque chose d'étonnamment improbable, où le jukebox fait des étincelles pour s'approcher du côté rebelle et jeune. C'est ainsi que l'intrigue policière commencera à être au second plan pour mettre en avant les images qui marquent comme un été d'enfer, ou l'un des plus nanardesques d'entre tous, le Faucon. Et avec ce rapace, vous allez tout connaître de la garniture française. Il a souvent besoin Un hamburger avec des fromages. Qu'est-ce que tu as, cheeseburger? Cheeseburger, t'as ce que t'es? Je vais te le mettre dans ton cul, ton burger de merde. C'est aussi à cette décennie, avec l'arrivée de la privatisation de la télévision, qu'on commencera à préférer le petit écran comme Navarro et le plus dingue d'entre tous, David Lansky. Oh ouais, putain de générique de malade. C'est donc à partir de là qu'un film représente à mes yeux une synthèse d'une partie de ce polar décomplexé où le Star System arrive vers son ultime limite, avec le scénario qui n'a ni queue ni tête pour faire fun, jeune et divertir, pour le meilleur et surtout pour le pire. Si en plus tu rajoutes une BO qui marque cette époque avec l'arrivée massive du synthé, c'est du tout cuit. Et tout y est dévoilé avec Paroles de flic de Alain Delon. Ah, pardon, erreur de ma part, je voulais dire de José Pinheiro. Bien qu'on puisse se poser la question, avec l'ego surdimensionné de l'acteur, dont on connaît bien, si c'est pas lui qui avait le contrôle complet de tout ce tintamarre. Alors c'est parti pour découvrir un polar policier qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais tout d'abord, faisons un petit récapitulatif rapide sur la carrière de Alain Delon pour qu'il arrive à ce Parole de flic. Je ferai une meilleure présentation de l'acteur une autre fois. On ne parle pas du réalisateur? Donc Alain Fabien Maurice Marcel Delon, oui c'est long, après avoir participé à la guerre d'Indochine qui l'a marqué, aura commencé sa carrière d'acteur en tant qu'autodidacte et pourra être pris chez des grands cinéastes avec Luchino Visconti pour Rocco et ses frères ou René Clément pour Plein Soleil qui lui auront mieux appris à vivre ses personnages. Et là, il nous propulsera son regard vif et intense face à la caméra. Par la suite, c'est là qu'on voit qu'il sera vraiment reconnu comme l'idole des jeunes, en même temps que Jean-Paul Belmondo, avec À bout de souffle. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. On verra d'ailleurs un parcours cinématographique similaire qui se suivra entre les deux comme un effet miroir. C'est comme ça qu'ils vivront un point culminant de leur carrière en jouant ensemble dans Borsalino de Jacques Deray, où aucun ne se marchera dessus, malgré un petit conflit sur l'affiche où il y a 2 fois le nom de Delon. Mais sinon, il y a eu une entente inégalable pendant le tournage. Capella. Puis on a le début de ce que représente Alain Delon avec son ton crépusculaire qui le définira à jamais en tant que loup et félin solitaire. Faites votre choix. Il faudra attendre 1967 avec Le Samouraï de Jean-Pierre Melville qui aura réussi à retranscrire le côté ténébreux et mystique de la star pour le cinéma. C'est d'ailleurs dès l'année d'après, avec sa notoriété grandissante, qu'il créera sa propre boîte de production, Adèle Productions, où il pourra produire et jouer dans ses propres films. Et j'ai trouvé ma forme de création dans la production, plus exactement dans la promotion, c'est-à-dire je me considère, si vous voulez, au premier stade lorsque je prépare un film comme un promoteur. Et il faut revenir sur ça parce qu'on pourrait croire que ça va mettre en avant l'ego de Delon, mais dans les années 70, le but de ces productions était de varier ses choix pour ne pas se définir en tant que simple beau jeune homme aux yeux perçants. Il est arrivé à casser son image, que ce soit intérieurement et politiquement. De ce fait, il pourra aller dans le cinéma d'auteur comme Le Professeur, au cinéma d'anticipation avec Armageddon, ou au cinéma social et politique avec Deux hommes dans la ville. Après, on ne va pas dire que ses débuts en tant que producteur étaient parfaits. Par exemple, il a tenté la comédie avec Doucement les basses, et dès la première seconde, on voit qu'il n'est pas fait pour aller dans le rire. Shut up! Shut up! Shut up!
il en fait des caisses. Alors qu'un Belmondo aurait trouvé le bon rythme. Mais reprenons. En plus des films français, il avait aussi une carte chez Hollywood en jouant avec les stars de l'époque. On peut dire qu'il était le roi du monde. Avec moi. Il pourra même jouer dans un film pivot de sa carrière avec Monsieur Klein de Joseph Losey. Mais parler de l'occupation allemande ainsi que de la collaboration française n'était pas plaisant à cette période où les fissures étaient encore là. Et on peut dire que ça a l'air d'être encore le cas avec Les Rayons et les Ombres. Mais à la différence de celui-ci, c'est que ce fut un échec public malgré les Césars du meilleur film et du meilleur réalisateur à l'appui. C'est là qu'il y a eu comme une cassure et qu'on peut voir qu'il se focalisera beaucoup plus à produire des films pour le public. Il continuera encore à tenter des choses différentes, mais aux aléas du début des années 80, et aussi parce que Belmondo prenait une bonne partie de la place du box-office français, à chaque film, depuis Peur sur la ville, Ouais bah laisse Belmondo où il est, tu veux. c'est là qu'il commencera vraiment à s'auto-caricaturer. Tout d'abord en réalisant son premier film pour la peau d'un flic. Bien qu'on pourrait dire que sa première réalisation date de Les Granges brûlées. Longue histoire. Et ce fut malgré tout un bon succès en prouvant que son style pouvait plaire. Bien que bon, aux yeux de maintenant, cette autocaricature a assez mal vieilli. Puis c'est là qu'on peut s'amuser à voir qu'il y a une bonne partie de ces films où il y a le titre Flic. Il était une fois un flic, Flic Story, pour la peau d'un flic, Parole de flic, Ne réveillez pas un flic qui dort, et bien sûr, le meilleur d'entre tous. Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Je pense qu'à cette période, avec Belmondo qui prenait toute la place, il y avait une guerre amicale qu'il voulait faire en entrant sur ses plates-bandes. Avec en plus l'importance de l'autocaricature. Mais on peut dire que quelquefois, ce n'était pas fameux. On passe à table. Non. Je vous garantis. Je viens de l'apprendre à l'instant là. Ok. Bon, pour l'année 1984, il y a eu un petit retour au cinéma d'auteur, en obtenant même le César du meilleur acteur pour Notre Histoire de Bertrand Blier. Mais il s'en moquait parce qu'il voulait être le numéro 1 français dans le box-office et vaincre son rival de toujours. Donc il a parcouru la terre entière et s'est battu sans répit pour arriver à un certain pinacle de la mode Delon, avec Parole de flic, où il est acteur, producteur, scénariste et chanteur. Bon bah faut que je lui donne ma casquette de réalisateur pour qu'on soit dans le jeu. Et je dois dire qu'après avoir vu ça, on ne s'en sort pas indemne. Alors préparez-vous à voir un gros bordel cinématographique, sans nom. Action. Il va pas y en avoir beaucoup d'action. Donc on commence le film sur une île près du Congo, avec un Delon bien bronzé, le cigare au bec, à jouer au poker avec ses esclaves, je veux dire ses camarades de jeu jusqu'à ce... Tu n'es vraiment pas très sympa. Il avait de la salive à recracher. C'est là que l'heure de la bagarre a sonné. Par contre, c'est quoi ce dos un poil énorme par rapport au reste du corps? Bref, on s'attaque tout d'abord à un coup de kick direct. Il l'attrape et... Non mais oh, ça va être ça tout le long. Ah, d'accord, ils étaient amis. Ça ne m'explique pas pourquoi ils continuent à se battre. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Donc c'était la présentation de notre Rambo et... Quoi? On change d'endroit? Qui sont ces gens? Bon, ok, on change d'univers et de ton, où là on suit des jeunes délinquants qui vont voler des marchandises jusqu'à ce qu'une milice arrive pour les arrêter. Je pense qu'ils vont juste les arrêter et les emmener au commissariat de police. Ok, c'est étonnant. Donc après ce massacre, on revient sur Delon qui s'amuse avec les enfants. Et non, on n'est pas sur les Lepstein. On a frôlé la catastrophe. Sauf qu'il reçoit une lettre qui va chambouler sa situation. Eh ben on peut dire mon cher Michel que c'est un sacré vol plané. Mylène, accident mortel. T'attends à Lyon. Je suis avec toi. Rainer. Ah, je comprends mieux. L'adolescente du groupe était sa fille. Eh ben, vous aviez pas d'autre moyen pour expliquer ça? Bon, comment il réagit l'autre? Donc Alain, pour cette scène, il faut qu'on ressente que tu es brisé. Il faut que tu sortes toutes les larmes de ton corps. Alors vas-y, c'est à toi. Les deux débuts sont César. Oh my god. This is cinema. Je n'interprète pas mes rôles, je ne les joue pas, je les vis. Avec cette nouvelle qu'il a dévastée, il est obligé de rentrer en France pour comprendre ce qui est arrivé à sa fille. Laissons-lui un petit moment de recueillement avec elle. Mec, qu'est-ce que tu fais?
Non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça! Putain de bordel de merde, j'avais pas besoin d'un moment de nécrophile de si bon matin. Je suis déçu. Déçu. Après ce drôle de moment tordu, on connaît enfin l'identité du personnage, Pratt, ancien flic à la retraite, qui retrouve son ancien collègue et ami, le commissaire Stéphane. On reviendra sur le terme ami. Donc l'enterrement de sa fille commence en nous faisant oublier qu'il y a d'autres gars qui se sont quand même fait buter. Un petit mot quand même? Oh, on s'en fout. Il votait pour les filles. Donc c'est la faute de Mélenchon. C'est là qu'on rencontre l'inspectrice Clément qui nous fait un petit sommaire sur cette affaire et qui est liée avec d'autres. Voyez le Delon complètement bouleversé. De décalage. On la refait là, non? Pas envie. De toute façon ça marche. Regarde comme il joue l'homme troublé. Je ne les joue pas, je les vis. Tellement troublé qu'on déclenche par la suite les sous-entendus entre lui et Stéphane. Quoi ça sert que tu restes là? Tu te fais du mal pour rien. Je sais, Steph. Il me reste quoi, moi? On va se les faire. Parole de flic. Mais calme-toi. Je suis calme. Parole de flic. Merci mec, j'avais un peu oublié le titre du film. C'est lui qui a trouvé le titre. Tout à fait, le Oui. titre, c'est lui qui a signé les dialogues. Puis il l'emmène à l'hôtel, montrant au loin que quelqu'un le surveille. Pas mal, non? T'es lyonnais. Et on transitionne encore de manière illogique pour suivre le nouveau Michael Jackson. Quel pas de danse, bien plus crédible que le dernier biopic. Mais ce sera la danse la plus courte de sa carrière car le groupuscule d'extrême droite revient pour casser l'ambiance. Heureusement que ce n'est qu'une fiction et qu'on n'a pas ce genre de fusillade dans la vraie vie, hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, c'est très joli ça, dis donc. Ça vient du pendu? Je sais pas. Ah bah super. Ensuite, on retrouve Pratt qui a sorti son plus beau jean et son plus beau blouson pour s'attaquer à son enquête en solo ou après une petite rencontre musclée. Bah, reste pas comme ça que tu vas te rappeler la crève. Je crois que j'ai jeté un froid. Il va dans un stand de tir pour flics où il a trouvé son coupable. Comment il est arrivé à ce résultat? Le pif. D'ailleurs, son compagnon de bataille le dit très bien sur sa manière de chercher des indices. S'il a décidé de les chercher, il va les retrouver, ces types. Il n'a aucune piste, pas plus que moi. Oui, mais lui, il est capable d'en inventer et de foutre la ville en l'air. En résumé, Il va nous rendre fous. pour l'instant, c'est plutôt lui qui se fout en l'air en se faisant gauler dès la première minute. Regardez comment, de manière très dandiesque, Pratt arrive à se cacher. Et c'est un sacré vol de poulet! Il s'est tellement bien caché que l'autre a déjà abandonné de fouiller les horizons vite fait bien fait. Pour une force d'élite, ce n'est pas la pointe de la performance pour essayer de retrouver un cadavre. Mais bon, ça prouve qu'il n'est plus trop en très grande forme, donc il va se remettre de nouveau en bon état avec un clip de training que Rocky trouverait qu'il en fait trop. Et après un bon entraînement, c'est le moment de prendre une douche et... Super puissant le fusil. C'est là qu'il se dit qu'il vaut mieux partir en se cachant chez l'inspectrice. Le fleuriste était fermé, alors je vous ai cueilli quelques orties. Tu offres vraiment ça à une femme, pas sûr qu'elle le prenne bien. Donc après avoir fait ses yeux d'homme battu, il arrive à avoir le lit. Puis il lui raconte la tragique histoire de la perte de sa femme. Ben oui, il faut quand même donner un peu de dramaturgie à son personnage. Drame qui a touché l'inspectrice en plein cœur et a eu comme une sensation de vouloir se rapprocher de lui. Be proud of you. Oh oui, vous êtes dans ma mire, biche farouche. Eh ben Yank, ça va vite en besogne tout ça. Mettez des capotes. Donc après la couchette et avoir rejoint son caïd du coin pour prendre une arme, en nous rappelant que Delon est très fan des armes à feu, il va participer à une rave party clandestine assez endiablée pour rattraper la troupe de tueurs. C'était la mode à l'époque. Et rebelote, Pratt arrive au dernier moment, sans doute pour faire sa pose emblématique. J'ai connu des gars qui avaient un melon moins gros que ça. Bon, il arrive au moins à voir l'un d'eux et le mec se barre. Dis donc, c'est pas comme ça que tu vas régler cette enquête vengeresse si tu fuis tout le temps. Bon, après, grâce à un moyen impromptu, il a retrouvé notre petit rat en sortant quand même des répliques que même Belmondo n'aurait pas osé. Tes couilles. Ouais, c'est marrant. Donc il lui fait un bon nettoyage de son épicerie en règle pour avoir le nom des autres gars. Oui, c'est plus facile de les avoir seuls que de les avoir ensemble. Mais avant ça, un nouvel épisode de Amour, Gloire et Menottes. Tu sais, il y a des jours, ce boulot me fout tellement la gerbe que j'ai envie d'aller te retrouver là-bas, dans ta carte postale. 10 fois, j'ai failli t'écrire. Salut, c'est Stéphane. J'arrive. Mais rien ne t'en empêche, Steph.
Rien. Tu viens quand tu veux, la porte est grande ouverte. De toi, complètement flou en moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais foutez-vous une galoche, bordel de cul! Qu'on leur finisse! Après ce moment où le cœur a perdu toute raison, on fait un petit tour avec le facho pas très en forme et hilar, qui reçoit une petite visite de son pote qui a le maquillage le moins discret au monde. Si tu veux, je te prête ma moustache. On finit donc très vite ce moment de drôlerie pour enfin reprendre cette chasse à l'homme après avoir retrouvé l'un d'eux dans le chantier où il était là la dernière fois. Notre enquête prend une tournure là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça là. Là on avance. Allez. On ne voit pas du tout que c'est un mannequin. Mais pendant qu'il s'occupe de l'un d'eux, les autres sont allés retrouver l'inspectrice et... Dégage, salope! Ah, touché coulé, elle est morte. Un trou dans le bide, c'est difficile à tenir le coup. Ah bah si, bizarrement, elle est en vie. C'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Bon, écoutons le diagnostic du médecin. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a survécu jusqu'ici. Merci. Elle a quand même un énorme trou près du nombril. Oui, je sais que ça ne doit pas m'étonner dans ce genre de film, mais quand même. Bref, passons parce qu'il reste encore des malfrats à attraper. Donc on part en boîte de nuit pour retrouver un autre homme du KKK et le finir en toute discrétion. Retour à l'envoyeur. Non! Non! Et la roue tourne où le Der rencontre son chef de groupe qui n'est autre que, attention roulement de tambour, son ancien collègue. Digne d'un twist d'un téléfilm du dimanche. Il se débarrasse de lui, allez savoir pourquoi. Pendant que les flics tentent d'arrêter Pratt. Rajoutez encore du monde parce que je pense que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas du tout parce que le naïf Vincent Lindon, oui c'est lui, se rapproche bien trop facilement de lui. Ouvrir la porte. Allez, fais ouvrir la porte. Vous êtes nuls à la fouille, la flécaille! C'est pas de nous, on va de toute façon à 60 contre 1 et vous n'aviez aucune chance. Bon, pas le temps de niaiser, je deviens bourré à force. C'est là qu'une course-poursuite se met en route sur les quais de Lyon. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Ta gueule. Bon, elle se calme la Castafiore là. On donne vraiment le permis à n'importe qui. Au revoir, merci. Bon, enfin fini. Il ne reste plus qu'à ramener le corps et la voiture. Ça s'est mal passé. C'est chez lui-même dans le Rhône, alors on n'a rien pu faire. Je sais que la flicaille n'a plus beaucoup de moyens, mais quand même. Et puis bon, l'eau est froide, j'ai pas trop envie d'être malade. Bon, comme vous l'avez deviné, on ne peut tuer Alain Delon. Même la mort n'a pas pu l'arrêter. Donc il s'en sort avec ce choix musical assez inapproprié. Pas besoin de crier, on avait compris que ton ami t'avait trahi. Après avoir volé les vêtements du bateau et rejoint la femme de Stéphane, c'est là que tu vois que cette relation d'homme à homme était vraiment sérieuse. Stéphane passe de mauvaises nuits depuis votre arrivée à Lyon. Et votre nom revient souvent dans ses rêves. Oh my God! Wow! Ensuite, après ce moment de vérité, il sait qu'il est au cirque. Mais pour l'attraper, il va falloir qu'il s'infiltre de façon discrète. Allez Alain, c'est ton grand moment. J'ai envie de retrouver tes grands pas de félin. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Le samouraï, le cercle rouge, vous pouvez les oublier et faire un tonnerre d'applaudissements à Bingo le clown. Je vous avais dit qu'il n'était pas très bon dans le genre
comique. Donc après avoir donné des cauchemars au gosse, il va chercher des menteurs. Il capture enfin son ami. Puis son poteau lui explique le pourquoi du comment sur le but de cette milice. Une armée de 5 hommes. 5 chasseurs de lapins. Prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Mon commando personnel. Façon de me sentir moins inutile. Moins puissant. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route! Donc il part, mais on ne peut pas terminer cet amour impossible sans un duel. Ah, bon, bah non, il s'est tué lui-même. Et c'est ainsi qu'il repart sans rien dire en retournant sur son île, accompagné de l'inspectrice qui a réussi à s'en sortir après un putain de trou dans le bide. Et c'est enfin fini. Alors, comment dire? On m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. En conclusion, voir Parole de flic avec Alain Delon, c'est se recevoir en pleine face l'ego surdimensionné de notre star ou d'une chasse à l'homme. Il y découle toutes les exagérations de sa personnalité. Faut jamais contrarier les vocations. Ce qui fait que cette exaspération en devient une hilarité détonnante où l'incongru des scènes abracadabrantesques deviennent un pamphlet de non-sens. Et je dois dire que ça donne, ma foi, quelque chose d'exaltant où l'improbabilité de ce récit en termes d'acting, de mise en scène, de montage et de musique devient possible. Déjà, alors que c'est un polar français à ambiance 80s, tout m'a vraiment paru venir d'une série B de la canon comme Cobra. Et je ne parle pas de ce Cobra, faut pas déconner quand même. Cinglé. Alors qu'à proprement parler, bien que ça s'inspire du cinéma américain de ce cycle, avec ses mâles alpha au gros bras, on sait qu'inconsciemment ou non, Delon a fait ce film pour faire concurrence à Belmondo. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant, mais il était arrivé à un stade où il avait un besoin constant de surpasser son concurrent direct du cinéma populaire jusqu'à en devenir ridicule. Il avait fait des clins d'œil appuyés avant, mais là il en abuse en plus de vraiment montrer sa force et sa musculature 50 ans passés. Eh ben, merci mon gars. Un sacré champion de casse-noix. C'est là aussi que le bas blesse et que je remarque beaucoup que lorsqu'Alain tente de donner quelque chose de comique dans le jeu, ça en devient plus lamentable qu'autre chose où vraiment il est en roue libre. Christophe, quoi, super flic. On rappelle que c'est un autodidacte qu'il aime beaucoup trop faire la différence entre l'acteur et le comédien. Ceux qui apprennent le métier contre ceux qui le deviennent sans apprentissage. Bien que ce soit un propos assez péjoratif sur ses derniers films. Je fonctionne au challenge. En gros, il suit à l'instinct. Un peu comme tout film d'ailleurs. Ce qui peut fonctionner s'il a quand même un réalisateur de poids qui arrive à contrôler ses pulsions pour ne pas faire n'importe quoi. Malheureusement, José Pinheiro n'a pas ce poids pour lui tenir tête. Puis vu que c'est Alain qui s'occupe de tout, il n'est juste qu'un exécutant. Et ce n'est pas aidé si les autres comédiens comme Fiona Jolin, Eva Darlan, Jean-François Stévenin, Vincent Lindon, pour lui il tente juste d'être là, et Stéphane Ferrat, ne tiennent pas le coup contre sa folie. Qu'est-ce que vous en pensez, Tremplin? Rien. Rien? Je pourrais dire que Jacques Perrin s'en sort, bien que son côté homme venant du polar de papa pourrait en déranger certains, tellement il paraît en décalage par rapport aux autres individus. Ensuite, on critique les films français de maintenant qui dépassent des millions d'entrées pour peu et pour rien, mais ce n'était pas mieux avec lui qui avait dépassé les 2 millions d'entrées et avait quand même enfin battu son rival de toujours, où lui aussi jouait un clown quelque peu impromptu, tout en battant le dernier James Bond. Chose assez amusante, dans le précédent film d'espionnage, il faisait lui aussi de drôles de clownerie. Je t'aime, clown! Non mais il y avait un phénomène pour que toutes ces stars aillent dans ce genre de pitrerie. Ça en devient presque une sorte d'hallucination collective. Puis autre chose complètement alambiquée, c'est qu'à sa sortie, le film était considéré comme un film de gauche. Ça me paraît un peu aberrant. J'ai mis un temps à voir ce qu'il avait de gauche, après la vision coloniale et presque esclavagiste du personnage lorsqu'il est sur son île, ainsi que de sa misogynie, jusqu'à ce que je comprenne enfin pourquoi. En fait, c'est dès le moment où l'on suit ces crapules extrémistes qui tuent sans vergogne d'autres truands et délinquants, mais aussi des civils qui ne sont pas de leur culture. Enculé de ta race! Et quand on te met en avant que le chef commanditaire n'est autre qu'un flic, c'est sûr que ça change tout sur cet ancien gardien de la paix qui a plus d'arrière-pensée de gauche, bien qu'il soit tout de même de droite. C'était l'ère de Mitterrand. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi?
c'est la rose. C'est là que tu vois que ça arrive à une confrontation entre deux vigilantes et que le fait qu'il arrête un ripou qu'il considérait faire ça pour le bien de la population, ça n'a pas dû plaire pour une bonne partie de la critique de droite. En plus de rappeler le deuxième épisode de l'inspecteur Harry. Surtout qu'aux yeux de maintenant, on dirait que son message est étonnamment passé. J'éprouve qu'une forte envie de dégueuler. Il y a une évasion du sujet des violences urbaines et de l'autodéfense où l'on a à la place une sorte d'effet jubilatoire sur les séquences. Et ça nous emmène étrangement sur quelque chose de plus burlesque. C'est comme ça que ça me permet de faire un petit aparté pour vous parler du genre du Vigilant Movie. Car il y a de ça, mais maladroitement. Tout commence dans les années 70, aux États-Unis, où ces films mettaient en avant une vengeance personnelle et prenaient les armes pour attaquer les criminels en s'éloignant de la loi. On peut s'y référer au parcours du western américain qui se tenait sur ce genre de choix narratif pour faire justice soi-même lors de la conquête de l'Ouest. Mais là, avec l'arrivée de l'urbanisation, ce western a changé de lieu pour plus questionner sa volonté de faire soi-même sa loi. Puis ce genre n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé après de nombreuses crises, avec la fin des années 60 qui nous emmenait vers une désillusion du rêve américain. En laissant place à un début du nouvel Hollywood qui commençait à dépasser ses interdits. Et cela nous emmène plus à une passion des armes et une mise en avant d'un individualisme du personnage principal. Ainsi, le polar prend cet espace pour nous y emmener vers un réalisme exécrable du genre, en présentant des protagonistes qui nous questionnent sur leur choix d'agir. Et donc la distinction entre le bon policier et le méchant gangster disparaît pour obtenir une vision floue. On a vu les flics, mais c'est aussi le cas avec les civils, comme Un justicier dans la ville de Michael Winner, avec Charles Bronson qui interprète le personnage, ou par un acte inqualifiable dans sa vie. Celui qui était anti-armes le devient de moins en moins pour devenir incontrôlable et tuer toute la crapule de la ville, tout en oubliant ceux qui ont tué sa femme. I kill rich cunts. Oui, c'est bien Jeff Goldblum. Ça peut être considéré comme un film réactionnaire, mais c'est enlever cette substance à la violence qui appelle à la violence, montrant là un cercle vicieux de la vie, et que ce point culminant du film, à la fin, montre qu'il est devenu aussi dangereux que ceux qui l'ont détruit mentalement, en pointant son côté iconique. Plus que dans bien d'autres films, Un justicier dans la ville questionne ainsi l'ambivalence de la figure du vigilante, et donc celle du super-héros. Michael Winner insistant sur l'instabilité de son héros, sur la dimension pathologique de ses actions et réactions. Et on tient là une certaine schizophrénie du personnage. Puis certains, comme Travis de Taxi Driver, ne deviennent pas un justicier à cause d'un événement qui va les obliger à prendre les armes, mais sur une certaine frustration et une folie de soi en voyant la société s'embraser. C'est là qu'il se décide d'agir par lui-même en cherchant à se libérer de quelque chose, d'une rédemption. Encore un plan où le doigt a son importance pour matérialiser son iconisation et son message autodestructeur. Lisez ce livre pour avoir plus de détails ou regardez la vidéo de Versus. Et le monde du super-héros l'a beaucoup utilisé dans les comics et dans les films, bien que ce soit très peu abordé. Donc ce n'est pas anodin que ce genre arrive très vite dans l'hexagonal français, avec tout d'abord le Pacha, comme je l'avais dit précédemment, puis un Condé de Yves Boisset, où, comme une bonne partie de son cinéma, explose un système avant d'arriver aux individus pour montrer leur défaillance. La simple confrontation entre Michel Bouquet et Michel Constantin laisse place à ce doute de la légitimité des actes. Si tu me tues ce soir, ça sera un assassinat. Eh bien, ce sera un assassinat. Il y aura ça pour Légitime Violence de Serge Leroy qui déconstruit ce caractère fictionnel. Ou encore Ciao Pantin qui montre une déconstruction de l'homme civilisé d'un ancien flic au bord du gouffre avant qu'il passe à l'acte et ne cherche qu'une simple libération de son existence. J'attends que ça de crever. Et avec cette période des années 80 où la peine de mort a été abolie, cette réflexion de l'autodéfense s'est accentuée. Mais ce ne sont qu'une infime partie de ce cinéma français. On ira moins sur la thématique de la légitimité de la violence, mais plus sur une exaltation de la violence. Et là on en a pour tous les goûts, avec l'agression, Peur sur la ville, le marginal, le professionnel, et donc Parole de flic est une sorte de pinacle de ce type de film en France. Bien qu'il y en ait encore qui sortent en France, mais d'une autre manière. Everybody just calm down. En vrai, si le métrage était vraiment resté à ce sujet sérieux de l'abus de l'autodéfense, ça aurait pu être intéressant, mais malgré ça, le thème n'est là que pour faire joli, avec des répliques qui paraissent venir des films les plus oubliables de Michel Audiard. Hâte, Oui? je me sens seule. Si je me sens seul. C'est con, non?
Non, le type qui a fait les dialogues, il est extra. C'est vraiment le gars qui fait très vite le deuil de sa fille. Puis on perd un temps fou avec cette relation amoureuse qui n'a ni queue ni tête à part montrer qu'il est le mal alpha et qu'il nous fait tourner en bourrique pendant une bonne partie du film à cause de son instinct de flic. Et outre ces moments assez rocambolesques pour traquer les fauteurs de troubles, jusqu'à quand même faire plus de dégâts qu'eux, il y a quand même une histoire d'amour belle entre Jacques Perrin et Alain Delon. Ça fait 7 ans que j'ai paniqué! Il y avait une inspectrice dans l'eau, mais vu son développement, on peut vite l'oublier. Dès l'instant où tu les vois ensemble, ça nous emmène vers une bromance explosive. Ça rappellera qu'il y a toujours eu une fascination dans une partie des films de Delon entre lui et son double de cœur. On avait un cas similaire entre Belmondo et Hossein dans Le Professionnel. Mais là, ça dépasse l'entendement. On va plus loin et on peut ressentir toute une admiration du personnage de Perrin face à son collègue. Et chaque dialogue apporte un étonnant double sens à chaque moment où ils sont ensemble. La séquence de la cigarette m'achève complètement. Puis pour tous ceux qui sont lyonnais, vous reconnaîtrez très facilement les lieux, tellement ils utilisent à bon escient ou non les endroits où ils tournent pour que ça devienne un sacré jeu de piste. Par contre, pour ce qui est des Minguettes, j'ai un doute. Le quartier des Minguettes et la municipalité vous a refusé de tourner là. Vous avez reconstitué en studio tout le quartier en réalité. Absolument, oui. Puis dans le scénario, Delon a aussi mis les pieds dans le cambouis, en plus de la chanson de fin, et ça se sent quand tu vois comment il essaye parfois de glorifier son personnage, que ça en devient une caricature trop prononcée. Pourtant, quand tu vois les autres noms avec le réal José Pinheiro, tu as Philippe Sepon, dessinateur et auteur de Pilote et Métal Hurlant, qui fera plus tard un autre polar qui a marqué les esprits avec notre cher Sardou. Si on revient au scénario, il était déjà dessus au départ, et il l'avait même proposé à la base pour Belmondo. Mais Belmondo devait tourner dans les mêmes dates le film de Arcadie, Hold Up. Et il a hésité, il a tergiversé, et finalement il a choisi Hold Up. Là encore, le destin assez incroyable, c'est qu'un jour Delon passe dans les bureaux d'Alain Sard, je crois que c'était l'époque de, tu sais, Notre Histoire. Et il voit le scénario sur la table qui s'appelle L'Intouchable. Donc il dit L'Intouchable, c'est moi. Tu vois que tout est lié. Après, Philippe sera vite parti dès la première lecture, et ce sera Frédéric H. Fajardi, auteur de romans noirs et policiers de gauche. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est un film de gauche, bien qu'on puisse y voir un certain besoin pour la star de dire qu'il n'est pas politiquement incorrect. Car vous n'êtes pas sans le savoir que c'est un homme de droite gaulliste qui a quand même comme ami de guerre Jean-Marie Le Pen. Vous êtes... Ça sert à rien de pleurer derrière votre écran, c'est factuel. Ce n'est pas du complotisme, ce sont des faits qu'il a lui-même assumé son amitié sans détour, mais sans pour autant rejoindre son parti. One eternity later. L'acteur affiche la couleur politique, j'approuve la place importante que prend le Front National, dit-il. Tu fais chier. Enfin bon, quand tu vois la complaisance qu'on fait d'eux maintenant, il était en avance. Bien sûr, on pourra me targuer de dire qu'il a déjà fait des films avec des personnes qui ne sont pas de son bord politique parce que l'histoire lui plaisait. Sauf que je ne peux m'empêcher de voir qu'après l'échec de Monsieur Klein, le monument s'est petit à petit fissuré pour arriver à cette conjonctivite croissante qui lui fait oublier l'importance de raconter un bon récit et de bien jouer. Bon, je crois que je me suis perdu là. Bref, si en plus tu rajoutes Jean-Jacques Tarbès à la direction de la photographie, tu vois que la mégalomanie de notre légende a complètement dépassé toute logique pour offrir une ambiance improbable que ça en devient une œuvre fascinante d'une étonnante bêtise. C'est donc pour ça que ce film est une sorte de rupture du genre dans les années 80. Il a eu certes un beau succès et il en fera de même l'année d'après avec son combat contre la mort. Autre drôle de délire où la famille Lalanne est dedans. C'est beau ça. Puis là, le Star System a fini par s'écharper. Rien que le solitaire pour Belmondo et Ne réveillez pas un flic qui dort, ils n'ont même pas atteint le million d'entrées. C'est d'ailleurs étonnant que quand tu regardes le film de Delon, c'est la même histoire que Parole de flic, avec la même équipe, mais en tentant d'aller sur un polar plus classique et moins bordélique. Donc déjà vu et plus chiant, parce que les thèmes sur l'autodéfense sont repris. Il y a quand même certaines dingueries improbables qui font mouche. Voilà un gars bien farci. Mais c'est minime par rapport à ce qui nous a été offert auparavant. Donc pour ce Parole de flic, on arrive à ce point culminant du divertissement et de fin de vie du genre qui se devra de changer. Comme ça, il est d'une étonnante richesse d'analyse pour étioler tout ce qui ne va pas sur cette époque et obtenir un rire d'insouciance devant ce film. En soi, il est très mauvais, c'est indéniable. Mais à force d'y voir les improbabilités de ce métrage, il en devient drôle et garde un certain moment culte à mes yeux, avec son aspect de polar qui va dans une certaine bissitude abusive. Je dois bien avouer qu'à la fin, ce double cheeseburger nanardesque,
c'est difficile à tout ingurgiter. Puis si on revient sur le genre du polar français, comme je l'ai dit au début, il y a une bonne partie des cinéastes qui se sont éparpillés ou se sont arrêtés. Depuis l'arrivée des chaînes privées, ça a complètement modifié les cartes pour que ça touche plus la ménagère près de son écran plat que les spectateurs de cinéma. Donc le choix de Parle de flic est pour moi un élément déclencheur de la chute du genre sur cette décennie qui est allée sur des abus qui lui ont coûté cher malgré son succès de l'époque. Après, récemment, une petite comédie policière, Police Flash 80, a tenté de rendre hommage à cette période de désinvolture de la bien-pensance. Donc même si cette époque n'était pas parfaite, ça a tout de même marqué un bon nombre de spectateurs. Je le recommande pour François Damiens, qui a la gueule du Johnny Hallyday de David Lansky. Il y a un patron, hein. Il y a un coq dans un poulailler, il n'y en a pas deux. Malgré le fait que le genre ait fini par complètement s'estomper à la fin des années 80 et laisser la comédie prendre toute la place, on pourrait dire qu'on ne pourra plus rien faire. Néanmoins, ce n'est pas le cas, et je vais le dire pourquoi. Il est réapparu dans les années 90, mais sous une autre forme, en s'éloignant déjà de ce qui a pu se faire à la précédente décennie, pour aller dans un réalisme adéquat, proche du documentaire ou d'une vision plus glauque et cauchemardesque du genre. Il y en a qui sont revenus sur le devant de la scène pendant cette période-là, avec Alain Corneau pour Le Cousin ou Bertrand Tavernier pour L627 et Lapin. Que c'est bon de te voir. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Ensuite, on peut rajouter des nouveaux venus qui pouvaient représenter la nouvelle vague du polar, avec Jacques Audiard qui avait d'abord commencé en tant que scénariste pour enfin réaliser son premier film qui modifie complètement les cartes qu'on avait avant. Puis il y a John Kounen avec son esprit punk décomplexé, Mathieu Kassovitz, le bourgeois rebelle, ou encore Guillaume Niclou sur sa vision très noire et glauque du genre. On suit souvent ce qui se passe aux États-Unis et donc le polar décomplexé était encore là dans les années 90, mais le polar noir comme Seven de David Fincher arrivait à grands pas pour changer la donne. Et bien sûr, d'autres arriveront dans les années 2000, comme Olivier Marchal, Florent Emilio Siri, Éric Valette, Dominique Moll, Fred Cavaillé, etc. Donc le genre n'était pas mort, mais c'est devenu un grain de sable par rapport à ce qu'il était avant. Certes, le spectateur est moins présent sur ça, mais il en redemande. Il n'y a qu'à voir certains succès d'estime malgré certaines critiques qu'on peut faire sur eux, comme Bac Nord, Un ours dans Jura, etc. Toutefois, je ne suis pas d'accord sur le livre Polar 80 de conclure sur Cédric Jimenez. Ok, il réussit toujours à ramener du monde en salle, mais pour moi, il ne doit pas être l'exemple central à prendre. Et pas sûr que ces films tiendront sur le temps. D'autres cinéastes moins connus ont sinon réussi à rechanger le genre, donc en aucun cas le polar des années 80 a annoncé sa mort. Il y a eu un recul certes important, cependant, ça reste toujours là, car comme je l'ai dit précédemment, c'est l'un de ceux qui se renouvellent à l'infini, où l'approche est d'offrir une histoire prenante et cinématographique. Et même s'il ne fait plus concurrence avec la comédie, il survit encore et je pense que le polar français n'est pas encore prêt à tirer sa révérence. La relève est assurée. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonne y mentionner films que vous oubliez de mentionner. Just closing your eyes so you can see. Moi, j'essaie d'imaginer un peu Alain Delon à l'époque où il a vu des clowns lorsqu'il était enfant. Et j'ai eu envie, j'ai trouvé ça récemment à Paris, dans une vieille boutique. Et j'ai un petit cadeau à vous offrir. Vous pouvez l'accrocher à la maison. Oh, c'est une toute petite chose, mais c'est une affiche de cirque de 1920. Si j'arrive, voilà. Des avatars, non? Non. C'est, tenez, voilà. Les deux Rogers. Voilà, ça date de 1920, une espèce de Max Linder. C'est un petit cadeau que je voulais vous faire en souvenir de ce rôle de Bingo dans Parole de flic. Je vous montre, je vous remercie. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup.